Bonjour à tous et bienvenue. Pour terminer l'année, je vais vous proposer quelques best-of autour des gestions de clubs. Et aujourd'hui, on va faire un petit top des pires gestions de clubs de l'année civile 2023. Alors bien évidemment, c'est sur l'année civile seulement. Ce n'est pas en général, sinon évidemment il y aurait les imbattables à Amiens, Niort en France ou Valencia en Espagne. Non, non, non. On va simplement se concentrer sur 2023. Et cette liste, elle n'est évidemment pas exhaustive, parce que je n'ai malheureusement pas l'omniscience. Je ne connais pas l'arrière-cuisine de tous les clubs en Europe, loin de là, notamment en Italie et en Allemagne. Donc on va faire un peu sur ce que je sais, et on va diviser ça en 5 catégories. Une très grosse écurie européenne, un autre club européen quand même de référence, une équipe belge, parce que c'est le championnat du folklore, une équipe liée à la Ligue 1, et ensuite dans les divisions inférieures françaises. On va tout de suite commencer par le mastodonte européen. J'aurais pu mettre Chelsea, qui mérite évidemment sa mention pour le fait de surpayer des transferts, le fait d'avoir un président propriétaire qui s'investit personnellement et qui va saper notamment l'influence sur le directeur sportif, enfin bref, tout ce genre de choses là, mais ça reste quand même derrière Manchester United à mes yeux. Pourquoi? Parce que United, alors eux, ok c'est sur l'année 2023, et rien que sur l'année 2023, en effet, il y a de quoi dire, mais quand même, depuis des années et des années, les Glazers, et cette année c'est encore pire, j'ai presque l'impression. Pourquoi? Parce que le feuilleton de la revente du club, et on l'avait expliqué dans une vidéo, en fait il y a des Glazers qui sont pour céder complètement, d'autres qui veulent pas, d'autres qui voulaient un minoritaire. Finalement, ça termine comme ça avec donc l'apport minoritaire de Radcliffe, qui récupère 25% donc de Manchester et qui va réussir à contrôler donc pour l'année à venir une partie des opérations sportives. Donc on va voir comment ça va se passer, sachant que là les premières nouvelles c'est que Ineos va faire appel à des auditeurs externes qui vont normalement permettre au club de faire des économies, et puis il va avoir un énorme plan social, parce qu'on parle potentiellement de 200 à 300 employés qui perdraient leur travail. Donc ça c'est potentiellement la première mesure qui est annoncée, avec évidemment des changements aussi sur le sportif. Mais ce qui est vraiment terrible sur United, c'est l'absence justement de politique sportive depuis des années et des années. Alors on change des directeurs, on change de coach, etc. Ten Hag, il y aura aussi à dire vis-à-vis de certains transferts. Et là encore, les derniers transferts de l'été dernier, bon bah alors, faut laisser du temps à Hodgson, il a 20 ans, ok, il n'y a pas de problème, même si c'est quand même assez cher payé. Tu fais venir Mason Mount, alors c'est vrai, il a eu des blessures, ok, pas forcément beaucoup de réussite, mais pareil, c'est très très cher. Et en fait, t'as l'impression que ça semble pas du tout collectivement, quoi. Parce qu'il n'y a aucune ligne directrice claire. Des fois, on va te dire, oui, finalement, on va remettre les mecs de la formation. Enfin, c'est un espèce de brouhaha, de fouillis. En fait, c'est le résultat, comme on l'a dit depuis des années, d'un club qui pense avant tout au profit et qui ne pense absolument pas au sport. C'est-à-dire que pour les Glazers, on s'en fout si United gagne un titre ou pas. L'important, allez, ils aiment être allés en Ligue des Champions vis-à-vis de ce que ça génère en termes d'argent, mais pour le reste, c'est renouveler le contrat marketing et tout, c'est une vache à lait. Et au contraire, ça va pas les arranger de gagner des titres. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu veux gagner des titres aujourd'hui, il faut aussi pas mal investir, etc. Donc non, en fait, on va se contenter de ce qu'on a. Et quand tu vois ça, bah, c'est quand même une véritable honte pour tous les fans des Red Devils quand tu vois la prestigieuse histoire de cette équipe-là. Dans l'écurie européenne de référence, alors Valencia, évidemment, même pour l'année 2023, alors c'est un petit peu mieux là sportivement, mais on aurait pu les mettre. Mais je pense qu'on va parler d'un club qui a été souvent vanté comme un des modèles sur les 20 dernières années en Europe, bah c'est Séville. Alors certes, il y a encore un triomphe en Europa League l'été dernier, alors assez incroyable d'ailleurs ce triomphe, parce qu'ils ont reversé, ils ont fini 3ème de leur groupe de Ligue des Champions devant Copenhague, ils vont tout gagner à domicile et perdre à l'extérieur, finalement ils vont encore s'imposer en finale, il y a quand même une véritable tradition, et ça c'est magnifique, il y a une culture club, enfin c'est un très très beau club Séville, comme United ce sont des très très beaux clubs. Mais alors là financièrement et sportivement c'est n'importe quoi. On a épuisé 4 coachs sur l'année civile 2023, on a eu Sampaoli, Mendy Libar, on a eu Alonso et maintenant Quique Sanchez Flores. Donc une instabilité chronique. C'est reparti encore pour faire le va-et-vient des transferts, comme chaque année. Sauf que normalement Séville vend pas mal. Bah là, par Bounou, ils n'ont pas réussi à vendre grand chose en termes financiers. Ce qui fait que le club aujourd'hui a d'énormes problèmes financiers. On sait que Séville, il y a toujours eu cette idée d'un espèce de déficit structurel qui se compensait par un bon scouting qui permettait à certains joueurs d'exposer et ensuite de les revendre pour réinvestir, etc. Sauf que là, bah, depuis un moment, ça marche pas. Et cette année 2023, elle a été vraiment terrible. Je veux dire, il faut imaginer que cet été en fin de mercato, ils ont besoin d'un attaquant, ils vont signer Mariano Diaz. J'ai rien contre Mariano Diaz, mais si tu as un minimum d'ambition, tu ne signes pas Mariano Diaz qui a arrêté de jouer au foot il y a des années. Donc ok, on fait revenir Ramos avec Navas, ça fait une petite base historique, tout ce que vous voulez. On fait venir 2 joueurs, un Suisse, je ne dis pas de bêtises, et un Belge pour une dizaine de millions. Il y a So et j'ai pas le nom du joueur belge. Ok, je veux bien, il commence à jouer et tout. Bah, ça prend pas du tout collectivement, et surtout en fait tu as encore empilé les joueurs, d'autres prêts. On se rappelle l'hiver dernier, ils en ont fait venir plein. Enfin, c'est une cacophonie. Le retour de Monchi a été catastrophique parce qu'on est très loin du Monchi première époque. Alors certes, il est aujourd'hui reparti à Aston Villa et pour le moment, c'est plutôt cohérent. Victor Orta qui a repris, qui était un des élèves de Monchi, qui a ensuite été à Leeds et tout, ça prend absolument pas. Politique sportive cacophonique. Séville peine en Ligue 1, ils sont 14e ou 15e. Ils sortent de Ligue des Champions, dernier de leur groupe, piteux. Lens méritait évidemment sa qualification. Enfin, je veux dire, c'est une année terrible pour Séville, sportivement, mais surtout financièrement, qui pose un grand point d'interrogation sur l'avenir du club, où je le répète, ça va être la grande braderie encore cet été. Côté belge désormais, il y a un grand vainqueur,
c'est Ostende. Ah oui, mais vous savez, Ostende, ce club géré par un groupe qui a également Nancy, qui a réussi le miracle. Enfin, c'est quand même exceptionnel, cette direction. Alors, c'est une direction particulière, parce qu'ils sont plusieurs actionnaires, ils se sont embrouillés. Enfin, c'est la cacophonie aussi, ce groupe-là, avec des montages financiers en veux-tu en voilà. Donc, Ostende est descendu. On rappelle que le même groupe géré Nancy sont aussi descendus. Ça n'a pas empêché l'ami Gauthier-Ganaille de tout de suite retrouver un boulot après avoir coulé 2 clubs en une saison sportive, ce qui est quand même magnifique. Il est aujourd'hui à Molenbeek. Et pour rester sur Ostende, qui là joue sa survie en D2 belge, ils ont pris 9 points de pénalité. 3 et ensuite 6, ils ont fait appel de cela. Pourquoi ils ont pris cette amende? Parce que financièrement ça va plus. La TVA depuis septembre, on la paye plus, les transferts, on les paye pas, les charges sociales, on les paye pas, enfin, il y a des dettes de partout, alors ils font des communiqués soi-disant rassurants, mais on m'a envoyé la totalité de la décision, mais en fait ils payent rien. Les mécanismes de solidarité qui normalement sont donnés aux petits clubs, on les paye pas non plus, enfin, en fait plus rien n'est payé à Ostende depuis des mois et des mois, les commissions d'agents qu'on doit donner non, et en fait ils ont une nouvelle excuse. À chaque fois, c'est oui, mais il va y avoir une nouvelle direction. Parce qu'en fait, cet été, le club devait être revendu, sauf que les mecs, ils comprennent rien à rien, ils ont demandé des 15-16 millions. Oui, c'est sûr, en D2 belge, 15-16 millions, oui. Mais prenez les Saoudiens pour des imbéciles. C'était évidemment ceux liés à Newcastle qui potentiellement être intéressés par une autre filiale. Comme vous savez, le football belge est rempli de filiales, notamment de clubs anglais. Et en fait, il y a Wolverhampton aussi, sont venus, propriétaires chinois et tout, mais pareil, ils ont dit, attendez, à ce prix-là, jamais. Et là, maintenant, c'est la nouvelle excuse. Donc, ils payent plus parce que, oui, mais on a une négociation pour revendre le club. Alors, on imagine que c'est pas les mêmes montants, mais de voir une telle gestion, un club qui a l'abandon, qui risque de descendre de suite, on sait même pas si ça va repartir, avec des dettes de partout, et quand on arrive à publier les cotisations sociales, le traiteur, les prestataires, et tu dis, non, mais on va revendre le club bientôt, ils méritent évidemment leur place, et j'ai peur quand même que Ostende rejoigne la bien trop longue liste de clubs belges ayant fait faillite depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Donc courage aux supporters qui méritent bien mieux, et courage à ceux de Nancy aussi, parce qu'il y a quand même certaines têtes similaires dans les deux. Côté Ligue 1 désormais, j'ai choisi un relégué. 3. Pourquoi? Parce qu'en fait on en parle très très peu. Il y a plein de clubs en France dont on aurait pu parler. Il y a Bordeaux, plus gros budget de Ligue 2 qui flirte plus ou moins avec la descente. Saint-Etienne qui après un bon début de saison croyait monter. Caen où c'est encore n'importe quoi depuis très longtemps. Amiens où on est au-delà du club med. D'ailleurs, je pense qu'on va refaire un spécial Amiens parce que les irréductibles Picards, le travail, ils savent toujours pas ce que ça veut dire. Par contre le business oui un petit peu. Mais 3, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a eu la descente en Ligue 2. Mais là, il flirte encore avec la zone de relégation. Est-ce qu'il peut faire la double descente? Alors, je ne pense pas. Il y a eu ce coach qu'ils ont fait venir. Alors, encore une fois, le réseau du City Football Group, mais c'est surtout le réseau d'un homme, Eric Monbaert, qui est quand même très très important dans les choix vis-à-vis de 3, sauf qu'il y a plein de conflits en interne. À l'époque, Batles, fallait l'avoir, donc on va ramener Irles, puis après, on va dégager Irles, on va ramener mon pote machin, puis là, finalement, on rechange de coach. Enfin, là, c'est David Guillon, donc, qui était à Bordeaux, qui a eu le poste. Sur la fin de saison, ça va un petit peu mieux. 3 respire un petit peu. Il y a tous ces transferts où, en fait, où il y a des joueurs qui signent à 3, mais en fait, ils appartiennent à un autre club de la Galaxy City. Alors évidemment, il y a Savio, le Brésilien qui est à Gérone, qui là devrait rejoindre donc City potentiellement. On imagine que les négociations sont très compliquées vu que c'est entre Cheikh Mansour et Cheikh Mansour. Donc 3 recevra un peu d'argent parce qu'en fait, le joueur appartient à 3. Il n'a jamais joué une minute à 3. 3 l'a payé en moitié pour le payer à Gérone. Enfin bref. C'est cette fameuse galaxie des multi-club ownership, le fameux MCO. En fait, on a le même propriétaire qui a plusieurs clubs ici et là, donc on se fait passer les joueurs. Mais en fait, ils ont ramené plein de jeunes, enfin c'est n'importe quoi. Et en interne, c'est du diviser pour mieux régner, pour dire non, c'est pas moi, etc. Et comme je dis, c'est illustré notamment par les luttes de pouvoir. Alors à un moment donné, il y a eu M. Vitali, il y a M. Monbert, etc. Maintenant, les deux, c'est aussi compliqué, etc. On a changé les coachs, les joueurs. Enfin, on a changé les coachs, on a gardé un coach où ça n'allait absolument pas avec les joueurs, avec tout le monde. Voilà. L'ancien président, M. Magne, il a été condamné sur l'année civile pour violence conjugale. Le club voulait surtout pas que ça sorte. Quand c'est sorti, ils l'ont laissé partir. Enfin, c'est... Donc, je pense que 3... Donc ils étaient en Ligue 1 quand même sur le début de l'année civile 2023, mérite totalement sa place. Néanmoins, l'Estac est très très loin. Derrière peut-être la pire gestion 2023. Alors, il y avait du monde, on aurait pu mettre Poitiers, plus bas évidemment, on aurait pu mettre Chartres, on aurait pu mettre Niort, les habituels, Marignane, alors les luttes en coulisses pour éviter la faillite et même avant, c'est au-delà de clownesque et gaguesque, il y a un club qui fait l'unanimité. Non, ce n'est pas Valenciennes qui aurait mérité, c'est évidemment Nîmes. Alors, on en a parlé sur la chaîne et là c'est d'une tristesse absolue. Vous avez un propriétaire qui n'est pas là. C'est-à-dire, comme l'a dit le coach, donc le coach explique en vrai, j'arrive pas à joindre le proprio, il n'y a plus d'eau chaude dans les douches, enfin c'est du low cost, mais c'est inimaginable. Dans les réunions des présidents nationaux, le seul qui n'est pas là, c'est le président de Nîmes. Enfin, tu sais pas, le projet de stade visiblement un peu avorté aujourd'hui. Il y a ce collectif évidemment qu'on va soutenir, le collectif pour sauver le Nîmes Olympique, un grand bravo à eux.
Mais globalement, qu'est-ce qui reste de ce club, que ça soit sportivement, financièrement, enfin, en fait, c'est tout. T'as l'impression que c'est un club qui a perdu sa substance. Alors évidemment, on pourra jamais tuer le Nîmes olympique, son cœur, ses gladiateurs, avant évidemment le stade des Costières, enfin son histoire, tout ce que vous voulez, c'est un club important du Sud. Mais là, en fait, on a l'impression qu'on a enlevé la joie de vivre et même la passion à plein de gens, tellement ils sont dégoûtés par la passivité. C'est au-delà de la passivité, l'absence en fait, l'abandon quelque part d'un club qui est en train de couler littéralement, qui pourrait encore tomber, faire également une deuxième descente de suite, avec des joueurs et un staff complètement livrés à eux-mêmes. Et même, on termine sur cette note un petit peu triste, mais pas de panique. On fera une vidéo bientôt sur le top 5 de ce qui va plus ou moins bien. Voilà, donc j'ai pas dit magnifique parce qu'on sait jamais trop comment est fait l'arrière-cuisine footballistique. Néanmoins, il y a quand même des clubs qui essaient de travailler au minimum. C'est cohérent. Évidemment, ce n'est pas ceux qui ont été cités là, donc je souhaite énormément de courage à tous ces fans-là parce qu'ils méritent bien mieux. Keep the faith et à très vite sur la chaîne.